On fait comme si on s'était pas vu avant. Enchanté. Enchanté, Hugo, comment vas-tu, Alexis? Parfaitement bien, à part qu'au Paraguay, il y a beaucoup plus de moustiques que ce que je pensais. Oui, ça c'est vrai que c'est un truc à faire attention. Bah, les gens ici sont un peu parano, la dingue, à se mettre du repellente. Ouais, mais justement, le repellente qui se dit comment déjà en français? Répulsif. Du répulsif. Et il en faut un, il y en a un dans ma voiture, il y en a partout, il y en a un ici juste là, donc c'est parfait. Au moins là pour l'instant, on n'est pas mangé. Oui, on n'est pas encore attaqué. Mais il y a cette heure-là, quand le soleil commence à baisser, c'est là où ils attaquent. Tu sais ce que j'ai chez moi, j'ai ces espèces de spirales comme ça où ça se consume, ça fait de la fumée en fait, ça fait un écran de fumée. Et du coup les moustiques passent pas l'écran de fumée. C'est doux? Ouais, ça marche très bien. Moi j'ai acheté la lampe à UV, celle qui grille les moustiques et grande comme ça. Toi t'es du genre à avoir un gros 4x4, un gros pick-up ou un truc comme ça. Exactement. Ben voilà. Comment t'as deviné? Psychologie de bar. Oh bah oui, hein. Après, j'ai peut-être des choses à compenser, qui sait. Non, mais j'en ai un aussi, donc je dois compenser pas mal. Ah oui, non, j'ai vu la vidéo en plus. T'as acheté quoi? T'as un Rexton, c'est ça? Un Sangyong. Ouais, Sangyong, ouais. C'est le Rexton, mais version pick-up. Ouais, bah, ça marche très bien, franchement. C'est bien le coréen ici. Hein. Je crois qu'en plus, il y a certains de ces modèles-là qui sont des moteurs Mercedes, je crois. Ouais. Donc ça doit être assez. Je sais pas si celui-là, je sais plus. Assez costaud. Bah, le Rexton, en tout cas, je crois que c'est un moteur, je crois que c'est le 2,8 litres de Mercedes. Et le tien, vu que c'est le pick-up, c'est peut-être la même chose. Et on est devant des caméras, moi j'y connais rien en voiture, on va pas. Non, mais bon, moi non plus, hein, je suis pas non plus un grand pro. Donc, bah, on va commencer un peu avec les petites questions, tu sais, les petites questions bateau, mais que se pose un peu tout le monde. Ouais. La première, la plus basique, c'est qu'est-ce qui t'a amené ici au Paraguay? Ma femme. Ta femme? Ouais, quand c'est connu, même avant qu'on se marie, qu'on ait un enfant, tout ça, quand c'est connu, elle m'a directement parlé du Paraguay. Mais et comment elle connaissait? Alors, elle a vécu en Colombie 10 ans. Ouais. Donc elle connaissait déjà un peu l'Amérique du Sud et elle était déjà comme moi au fait de ce qui se passait en Europe, de pourquoi c'était pas une bonne idée de rester sur le long terme. Puis elle a peut-être eu le déclic aussi, j'en parle dans une vidéo que j'ai fait récemment, du fait de quand tu as un enfant, tu commences à voir à plus long terme. Donc elle a peut-être eu ce déclic-là avant moi, peut-être, je sais pas, mais en tout cas elle commençait déjà à se dire, bon, l'Europe, c'est pas un endroit où il faut avoir... où élever des enfants. Exactement. 3-4 gamins en Europe, c'est compliqué d'être tranquille, d'être bien. Donc elle me dit, bon, on va regarder un peu à droite, à gauche. Pour l'instant, t'en as qu'un? Là, j'en ai qu'un pour l'instant. Mais tu dis 3-4 parce que c'est dans les plans d'avoir une grande famille. Là, on est en train de construire la maison et on sait pas combien de chambres on met dans la maison. Donc c'est un peu tu veux faire un empire? Moi, je vais avoir 3 étages minimum. Donc ouais, une équipe de foot. Une équipe de foot, c'est très très bien. Et donc on est venu ici parce qu'elle m'a dit, écoute, moi j'ai fait quelques recherches et le Paraguay, ça a l'air d'être un pays qui se développe, dans lequel il y a pas mal d'immigration aussi, qui a beaucoup d'opportunités. De recherche en recherche, on s'est dit oui, le Paraguay, c'est l'endroit qu'il faut. Alors, je peux développer pourquoi, mais voilà comment c'est venu. C'est ma femme qui m'a planté la graine. Mais c'est vrai qu'en Amérique du Sud, en tout cas, le Paraguay, c'est un peu la seule option économiquement viable parce que... Actuellement, oui. Oui, actuellement l'expatriation dans les autres pays, le Brésil te demande des investissements énormes. Puis c'est pas un pays qui saute aux yeux quand t'es européen. Pour toi, l'Amérique du Sud, c'est les narcos, le Paraguay, machin. Non, toute l'Amérique du Sud en général. Quand t'es européen, tu te dis je vais aller m'installer en Amérique du Sud. Les gens pensent que t'es un narcos. Oui, mais bien sûr. Dans l'imaginaire collectif, c'est un peu ça, tu vois. Oui, bah les gens pensent tout de suite au Brésil, à la Colombie. Tu vas aller à Copacabana ou bien tu vas aller à Medellín. Il y a rien entre les deux. Il y a rien entre les deux, c'est vrai. Ouais. Peut-être que les gens connaissent maintenant un peu plus l'Argentine. Oui, ça commence à devenir. Il y a surtout beaucoup d'Argentins qui bougent partout. Il y a une belle diaspora là, donc il y a des Argentins partout. Moi, je suis de l'île du nord de la France et là-bas il y a beaucoup d'Argentins. Il y a aussi beaucoup de Vénézuéliens, des Colombiens, il y a de tout en fait. Et donc oui, l'Argentine c'est un pays dont on entend de plus en plus parler du fait de la diaspora. Ou avant moi, quand j'étais plus petit, j'en entendais pas parler pour être honnête. Alors que la Colombie, le Venezuela, tout ça. Ouais. Peut-être le fait que tu te sois marié avec quelqu'un qui parle espagnol, après ça aide à regarder un peu plus. Après, elle ne jurait que par l'Espagne. Pour elle, c'était Madrid. Ouais. Et puis à un moment, tu te rends compte que bon, sur le long terme, c'est pas forcément une bonne idée de rester là. Même si, quand t'es à Madrid, t'as quand même un niveau de vie, une qualité de vie qui est sympa. C'est le confort, quoi. Sans rentrer dans les détails, j'ai quand même l'impression que l'Espagne, c'est un peu moins compliqué que la France en ce moment. L'Espagne, c'est ce qui tombera en dernier dans les 4-5 grands pays d'Europe, selon moi. C'est un des pays qui tiendra le plus longtemps, pour diverses raisons, mais d'un point de vue bancaire et finance, ça commence à être horrible. Mais les Espagnols aussi, ils gueulent pour les impôts, l'État qui gère mal le budget, on n'est pas les seuls. Tu sais que je suis parti il y a 2 mois et demi, entre 2 mois et 2 mois, et en fait, mon avion, il était 2 jours après le blackout qui a eu lieu
Alors j'allais dire en Espagne, mais c'était toute la péninsule. Je veux pas dire, mais ici, ça nous a quand même bien fait rire. Hein. Ouais. Parce que ici, des stations électriques qui ont explosé, puis on n'a pas eu d'électricité pendant une semaine, c'est arrivé plusieurs fois. Les gens, ils ont pas fait des scandales comme en Espagne non plus. Hein. Ouais, bah alors après, quand tu vois que les gens payent tout par carte, moi j'ai une vidéo marrante, je te l'enverrai si tu veux, de gens qui font la queue au DAB, au retrait. Les gens paniqués qui font des queues, mais de 2h30 d'attente pour retirer des billets. Limite, t'as un mec qui venait avec sa Tesla pour brancher le distributeur de billets pour que ça fonctionne. Et alors, du coup, là où je voulais en venir, c'est que l'État espagnol, le lendemain ou le surlendemain, en a profité pour dire, bon, comme maintenant on se rend compte qu'il y a des choses comme ça qui peuvent se passer, on va mettre en place une loi pour dire que vous pouvez pas retirer plus de X par, je sais pas, par jour, par mois, j'ai pas regardé. Ils ont profité de ça pour dire, bah écoutez, maintenant on va limiter les retraits. Encore plus les libertés, quoi. Parce que sinon les gens vont venir retirer tout d'un coup, il n'y en aura plus pour les autres. Ouais. Compliqué. Ouais. Bon, on a parlé un peu quand même avant l'interview, tu m'as dit que tu étais arrivé, ça fait 2 mois. 2 mois. Quelles sont tes impressions comme ça, brutes de décoffrage, depuis que tu es arrivé sur le pays? Beaucoup d'opportunités. Depuis que je suis ici, il y a beaucoup de choses qui... Alors, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Le dicton, tout le monde le connaît, il y a tout à faire au Paraguay. Alors, de 2 choses l'une. Il faut pas arriver avec des comment on dit en français? Expectations. Des attentes, des attentes trop élevées. Sinon, tu seras juste un éternel insatisfait. Tu feras que de te plaindre du fait qu'il n'y a pas la Wi-Fi, là, machin. Oui, que les croissants et les pains au chocolat sont pas bons. Exactement. Mais d'un autre côté, tu peux te dire, bah tiens, moi je vais mettre le Wi-Fi, je vais le faire payer. Tiens, moi je vais faire mes croissants au chocolat, je vais les faire payer un peu. Et en fait, il y a tout à faire dans ce sens-là. Tu peux monter des business en faisant des efforts beaucoup moindres qu'en Europe. Moi, je le dis dans la vidéo que j'ai publiée il y a pas longtemps, j'ai un master de gestion création d'entreprise. En fait, moi je suis sorti de mes études en me disant, mais je veux pas entreprendre en France. C'est une connerie. C'est tellement compliqué. Mais c'est compliqué, mais c'est une connerie. Tu seras rentable dans je sais pas combien d'années avec des emprunts à la banque. T'as l'URSSAF au cul, ce genre de choses, alors que ici tu commences un truc de zéro. On en parlait tout à l'heure à table. Moi, je fais du kéfir, je le vends aux copains. Personne qui m'embête. Je fais un petit peu d'argent pour faire Monsieur, attention au redressement fiscal, vous avez vendu 20 € de kéfir à votre ami, c'est terrible. Exactement. Vous allez partir en prison, non, bien sûr. Non, mais oui, en France, c'est comme ça. T'as peur en fait d'entreprendre. T'as pas envie parce que t'as peur. T'es maintenu dans ok, il va me passer ça, ou je vais avoir trop de dettes et je vais pas pouvoir. T'as déjà créé une auto-entreprise ici ou pas encore? Je suis sur le point. Tu sais comment ça fonctionne ou pas? Non. Ça a l'air facile. Déjà, si tu veux le faire toi-même, c'est gratuit. Ok. J'ai appelé mon comptable la semaine dernière pour lui demander combien il prenait. Parce que je me souviens plus, ça fait trop longtemps. Il prend 150 000 guaranis, c'est-à-dire 150 000 guaranis, c'est quoi? 15 $. Ouais, 15 euros. 17, et c'est fini. Ouais, mais avec ton RUC. Avec ton RUC. Après, tu dois payer pour faire imprimer un talon de facture. Ouais. Et c'est fini. Et tu lui envoies tes factures à la fin du mois. Tu lui envoies tes factures à la fin du mois, exactement. Et donc, tu peux faire aussi ta compta toi-même. Hein. Franchement, c'est pas le bout du monde. Il y a une page qui s'appelle Marangatou. Tu peux rentrer tes infos dessus. Tu rentres les factures que toi tu as émis. Ok. Et les factures que on t'a expédiées à toi. Ok. Et les 10% d'impôts. C'est sur la différence. C'est sur la différence. Tu peux déduire les factures. Alors, il y a aussi un peu d'autres impôts. Hein. Les gens ils disent 10%, c'est pas 10% de flat tax auquel tu peux déduire. Il y a aussi un impôt sur la fortune des entreprises. Ok, donc si tu as une entreprise qui marche très très bien. Qui est aussi de 10%, mais là pour le coup, tu peux déduire tout. Okay. Pas seulement les factures qui ont à voir avec ton business. Sinon, tu prends de l'essence, tu peux déduire la facture. Tu vas au supermarché, tu vas au restaurant, tu vas t'acheter un sandwich. Tu peux vraiment tout déduire de ça. Ok. Oui, bah, de toute façon, tu payes un loyer, tu payes l'école des gamins et tu as déjà. T'as déjà fait une belle déduction, donc au final c'est quand même très sympa comme mode de vie. T'as moyen d'économiser relativement beaucoup d'argent, surtout sur la partie de l'imposition. Il y a beaucoup de gens qui viennent juste pour ça, on va pas se mentir. Mais oui, ça c'est un truc qui saute aux yeux quand t'arrives. Il y a aussi autre chose qui saute aux yeux, c'est que la mentalité est très différente dans plein de sens, des bons, des mauvais. Un exemple très simple, c'est que les gens ici sont très relax. C'est une bonne chose, c'est génial ça. Les gens sont pas speed, ça court pas dans les rues en se disant qu'on va louper le train ou machin. Les gens sont relax. Alors après, ça a ses inconvénients, parce que du coup, si tu veux construire une maison, c'est un peu trop relax pour le coup. Exactement. Oui. Ça a les avantages de ses inconvénients. Exactement. Faut s'adapter. C'est la personne qui vient dans le pays qui doit s'adapter. C'est pas à eux de s'adapter. C'est comme ça que je le vois moi, parce que sinon tu vas juste avoir un cancer au bout d'1 an et demi. Ah ouais, ou un ulcère ou quelque chose. Non, c'est vrai. Non, mais ça me fait rire ce que tu dis. Tout est à faire. Oui.
Parce que si t'étais venu là, il y a 20 ans, alors là, pour le coup. Tout le monde me le dit. J'ai vu des photos il y avait rien. De l'horizon et en fait, il y avait aucune tour, rien du tout. Aujourd'hui, tu vois des tours qui poussent partout. Asunción, ça ressemblait vraiment, vraiment pas à une capitale, ça ressemblait à un grand village. Ouais. Tout le monde avait une maison avec un jardin, une piscine, quoi. Il y avait personne qui vivait dans des immeubles. Bon, moi, je connaissais pas de personne qui vivait dans des immeubles. Pas se mentir, ça ressemble toujours pas à une capitale non plus. Ouais, mais t'as vu, si tu te mets par exemple sur Santa Teresa à côté du Shopping del Sol ou du Paseo La Galleria et que tu regardes autour, bon ouais là, ça en voit un peu, oui. Ça commence un peu plus à ressembler à. Mais moi, je suis très bien avec le fait que ce soit un grand village avec beaucoup de verdure et que les gens aient des jardins et des piscines. Hein. Tout à fait. Non, c'est à taille humaine, comme les gens aiment bien dire, même si j'aime pas trop l'expression, mais c'est à taille humaine. C'est. Ouais, bon, on a justement un des shorts qu'on a fait de la vidéo interview avec ma maman, qui s'appelait des arbres et des piscines. Ok. Bah ouais, bah c'est ça. Hein. Je sais pas si t'es déjà monté dans un immeuble assez haut. Ah oui, tu vois toutes les piscines. Tu vois que des jardins avec des piscines tout autour. C'est fou. Oui, donc j'avais quelques petits détails. On demandait quelles sont tes premières impressions sur le pays en arrivant. Donc il y a le pays, le climat. Pour l'instant, t'es pas arrivé au meilleur moment. Il a fait un peu frisquet. Mais qu'est-ce que t'as pensé du froid qu'il a fait ces jours-ci? Il a fait comme à Lille en fait. Comme à Lille, un jour normal. On a eu un peu chaud quand on est arrivé. On s'est dit bon, c'est vrai que c'est un peu chaud, c'est un peu humide. C'est l'humidité en fait qui. Ah, il fait très humide. Ouais, ça, qui est dur. Enfin, ce qui est dur. Plus dans un sens où tes serviettes elles sèchent pas, c'est chiant. Quand il fait chaud, les serviettes elles sèchent quand même. Hein. Oui, quand il fait chaud, mais j'ai pas encore connu cette partie-là. Ouais. Après le froid, moi je suis venu avec ma veste, tout va bien. Oui. Par contre, ma femme, elle a un peu froid le matin quand il faisait 4 degrés. Là, quand tu sors de chez toi, il fait 4 degrés, elle avait un petit peu froid. Ah, le truc, c'est le lot de l'humidité. Quand il fait froid, il fait plus froid, et quand il fait chaud, il fait plus chaud. Ouais, moi je suis habitué. Là, les dernières années de ma vie, c'était à Madrid où il fait sec, chaud mais sec. Alors après, c'est l'ambiance four, c'est pas non plus agréable. Hein. En fait, je supporte pas trop le chaud. Bah t'as hammam et puis t'as sauna quoi. C'est ça. Alors les gens disent qu'est-ce que tu fous là si t'aimes pas la chaleur. Moi je suis plus école hammam mais bon. Bon après ça va, tu t'habitues. Hein, faut pas. Ouais donc on était donc le pays, le climat, bon voilà et les gens donc tu disais plutôt cool, plutôt relax. Ouais après comme j'ai beaucoup voyagé, j'ai pas eu beaucoup ça m'a pas marqué plus que ça, mais je sens quand même que les gens sont assez difficiles d'accès. Les Paraguayens sont assez difficiles d'accès. Je m'explique. Tu peux aller leur dire bonjour, salut, ils vont être très contents. Par contre, pour essayer d'avoir une discussion profonde et éventuellement être leur ami sur le moyen terme, c'est un peu plus compliqué de ce que j'ai pu avoir comme expérience jusqu'à maintenant. Bah, je vais te répondre un truc, je vais peut-être me faire allumer. Hein. Moi, je suis gros défenseur du Paraguay. Moi, j'ai tendance à dire les gens, qui critiquent. En général, moi, ma réponse, si t'aimes pas, rentre chez toi, quoi. Tu vois, je suis un peu drastique sur ce que j'ai dit. Mais il faut être honnête. En fait, le problème, c'est pas les Paraguayens, c'est certains Paraguayens, parce qu'on est quand même dans un pays qui est un peu en voie de développement sur certains aspects et sur les aspects éducation, culturelle, etc. C'est pas encore ça. Il y a des gens très cultivés. T'as des Paraguayens qui sont allés faire Oxford, Harvard et compagnie. Mais c'est pas la grande majorité. L'école, c'est pas obligatoire. Alors, évidemment, des fois, quand tu vas vouloir taper la discute avec quelqu'un, cette personne, elle a pas forcément grand-chose à te répondre. En fait, des fois, j'ai l'impression de les agresser, tu vois. J'ai l'impression de les agresser un petit peu. Ça dépend. Tu veux leur parler. Il a pas envie de me parler, tu vois. Moi, je dis salut, comment ça va? Et tu sais, il a pas envie que je lui parle. Il tourne la tête. Ouais, mais je pense que c'est plus un feeling à prendre. Ouais. Ouais, bah. Peut-être pas encore assez intégré. Moi, mes potes, ils sont tous paraguayens. Hein. Ok. Moi, j'ai presque pas de potes français. J'en ai un ou deux, mais ceux avec qui je passe tous les jours, ils sont paraguayens. Mais c'est une certaine classe de Paraguayens qui sont un peu plus éduqués, qui s'informent un peu plus de ce qui passe autour d'eux, dans le monde, etc. C'est parce que, en gros, quand même, les 3/4 des Paraguayens, ça va pas chercher quand même beaucoup plus loin que la bière, le foot et les nanas. Hein, on va pas se mentir. Mais après, il y a des personnes très très bien aussi, comme partout. Et je pense qu'avec le temps, tu vas pouvoir avoir des conversations un peu plus profondes. Il y a peut-être une manière d'aborder la chose aussi un peu différente. Ouais. Ouais, aussi. Bon, en tout cas, je me suis extrait du barrio Villamora, tout ça, pour me mettre un peu plus dans un barrio résidentiel. Donc, je pense que ça pourra aider. Ouais, ça va aider parce que c'est vraiment... En fait, ça t'isole de tout d'être dans ce coin-là parce qu'il y a beaucoup trop d'étrangers, des gens avec une vibe un peu... c'est leur bulle. Trop globaliste et un peu...
C'est je vais au mall et je rentre chez moi, je vais au mall, je rentre chez moi. Et bon, c'est un peu ça, ouais. C'est sympa, mais sur du court terme, quoi. Après, si t'as envie d'être là et de vraiment faire partie de la société paraguayenne, bah, ouais, tu sors de cet endroit. Je pense franchement que c'est possible. Je pense que tu vas t'en accommoder assez facilement. Super. Alors, après, on avait quoi? Ah oui, alors, pourquoi le Paraguay et pas un autre pays d'Amérique latine? Tu avais commencé un peu à me dire, donc, en gros, c'était des questions d'imposition, de facilité d'avoir la résidence, un peu de tout. Alors la facilité de résidence, oui, c'est quelque chose. On peut pas se le cacher parce qu'il n'y a pas tous les pays qui donnent la résidence aussi facilement entre guillemets. Évidemment, tu vas pas rentrer ici avec un casier judiciaire. Oui. Mais je veux dire, c'est facilité et t'es pas stressé de la vie en te disant putain, au bout de 3 mois, ils vont venir me chercher ou j'ai avoir des problèmes. Si tu fais les choses bien, si tu fais les choses en règle, que tu respectes le pays, tu fais les choses comme on te dit de les faire, tu auras ta résidence sans problème. Donc ça c'est une chose. Après moi, quand je cherchais l'endroit où j'allais potentiellement partir d'Espagne et ensuite de France, on regardait un peu aussi les indicateurs économiques. Évidemment, comme tout le monde, j'ai tapé Paraguay sur YouTube et j'ai commencé à regarder des vidéos et beaucoup de gens parlaient des indicateurs économiques et tu regardes qu'en fait, le Paraguay a tout ouvert. Alors, peut-être pas tout, mais en tout cas, il y a beaucoup d'indicateurs économiques qui sont ouverts. Comparé aux pays à côté, bah, tu te dis, la photo, elle est simple. Ah oui, là, les pays autour, surtout l'Argentine, dernièrement, c'est compliqué. Hein. Ouais. Mais quand tu vois que tu as l'exportation d'énergie qui est incroyable, alors l'exportation, c'est tout un sujet. Ils savent pas comment brancher leur prise correctement, j'ai l'impression. Là, si tu commences à parler de ça c'est un sujet pour toute une vidéo entière, hein, parce que les Paraguayens et Itaipu et la vente presque donnée de l'énergie au Brésil, c'est un sujet très piquant ici. Il y a du Bitcoin en plus avec ça qui s'intermêle. C'est un peu un grand micmac, je crois. Les gens adorent en parler. Je commence à voir à peu près où est-ce que ça va cette histoire. Mais on va dire que rien que grâce à ça, rien que grâce à ce barrage, ils sont quand même tranquilles pour un petit moment en termes d'énergie. Il y a une indépendance énergétique et puis il y a un gros surplus en plus. Oui, et quand on voit que nous en Europe, on a des problèmes d'énergie, il y avait l'histoire avec la guerre en Russie à un moment donné, j'ai l'impression que ça s'est calmé un petit peu, mais on commençait à parler du fait qu'on allait devoir couper le chauffage en hiver, des trucs comme ça. Alors ça, tu vas sûrement plus savoir que moi, j'ai une question à te poser. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est j'ai cru comprendre que le fait qu'ils aient coupé les gazoducs avec la Russie, ça a fait énormément monter le prix du gaz en France. Ouais, ils ont fait péter un gazoduc ou un oléoduc, un gazoduc, je crois. Alors ça fait un petit moment, pour pas dire de bêtises, ça fait 2 ans, 3 ans. C'est quasiment sûr que c'est les États-Unis qui l'ont fait péter, qui ont accusé la Russie. Ce qui fait que du coup l'Allemagne et en tout cas tous les pays du nord de l'Europe devaient se fournir autrement qu'avec ce gazoduc qui venait de la Russie. Et on s'est retrouvé à acheter du gaz de schiste américain. Nous, en Espagne, on a acheté aux Algériens, aux Marocains. Donc évidemment, ils ont profité pour mettre un prix un peu plus élevé. Donc ça a fait chier tout le monde. Mais bon, ça a montré que on est quand même vachement dépendant d'autres pays en termes d'énergie. Et moi, ça me fait plaisir quand je sais ces choses-là. Ça me fait plaisir de me dire que je suis dans un pays qui n'aura pas ce genre de problème, à moins qu'on vienne bombarder le barrage. Ça serait encore autre chose. Ça m'étonnerait quand même. Hein. Ouais, mais tu vois, il y a quand même pas mal de dieux qui se tournent vers le Paraguay en ce moment. On a vu, alors je sais plus à quel. Mais alors le barrage, le truc c'est qu'il n'est pas seulement au Paraguay, il est aussi un autre pays. C'est ça qui est bien, j'allais y venir. Et cet autre pays-là, il est quand même assez grand. Et je pense que y a plein de gens, dont les Américains, qui n'ont pas forcément envie de se mettre le Brésil à dos. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais oui, tu m'as parlé donc de la facilité de résidence. Il y a quelque chose que tu m'as dit tout à l'heure en off qui m'a paru assez intéressant. Le fait que toi tu m'as dit, et j'ai vu hier sur ta page web que tu avais fait un guide pour l'expatriation. Donc tu as fait tes papiers toi-même. Ouais. Et tu m'as dit j'ai changé d'avis, j'ai retourné ma veste. T'as retourné ta veste. Alors j'ai fait mes papiers tout seul. Je l'ai fait pour moi, donc des papiers français. Je l'ai fait pour ma femme, des papiers colombiens, et pour mon fils, des papiers espagnols. Donc j'ai tout essuyé les cas possibles. Et je me suis marié l'année dernière avec ma femme en France, qui est née à Londres. Donc j'ai fait tous les cas possibles et imaginables de traduction, de faire venir de là, de machin. J'ai pas encore fait le cas de il y a un changement de sexe, alors du coup la naissance c'est un homme et c'est un papier. J'ai entendu parler de choses comme ça. Mais du coup j'ai pas mal poncé le sujet parce que j'ai besoin de préparer pour nous trois. Et en fait c'est facile, il suffit juste alors 2 choses. Il faut parler espagnol, parce que sinon tu vas arriver à Interpol, tu vas avoir l'air d'un con et ils vont te prendre 100 000 alors que c'est 10 000. Je dis des chiffres au hasard. Mais bon, ça peut aller.
Mais autre chose, il faut aussi être sûr de soi et savoir ce qu'on fait. Parce que si tu arrives ici les mains dans les poches, tu sais pas où tu dois aller, tu sais pas où tu vas, et tu demandes au premier venu, ici, malheureusement, c'est encore, on peut revenir sur le point de tout à l'heure, c'est un peu un trait culturel, en tout cas qu'on m'a décrit, je l'ai pas vécu. Oui, ils savent pas, mais ils vont te dire qu'ils savent quand même. Ils savent pas, ils vont te dire qu'ils savent quand même, mais aussi également, ils vont essayer de t'avoir à un moment donné dans le process avant, Ouais, après, ça, pendant. c'est un peu à la japonaise, ils savent pas dire non. Ça, Ouais. c'est vrai, ça. Ouais. Ils savent pas dire non, ils veulent pas te dire non, donc ils vont te dire. Faut leur vraiment leur poser une question très fermée où tu peux avoir la réponse que tu veux et pas laisser le contexte trop ouvert parce que sinon ils vont te dire des bêtises. Même, j'ai une amie qui déménage, elle demandait à un déménageur, elle dit écoute, moi j'ai mon avion demain, il faut qu'aujourd'hui tu sois là à telle heure. Oui, en fait il est jamais venu, mais il a dit oui, sois là à telle heure. Bon, bah, ça, en général, quand tu fais des sorties avec tes potes, tu dis à quelle heure on va faire le dîner? 8h. Mais 8h paraguayenne ou 8h, Ouais. parce que 8h paraguayenne, c'est plutôt 10h, quoi. Oui, ça, c'est vrai que. Ça, c'est latino en général. C'est latino en général, Espagne, bien sûr, j'avais pas bien mal sûr. d'amis latinos, c'était pareil. T'avais tous les Européens qui arrivaient à leur pile ponctuelle, les Espagnols avec un petit peu de retard et les latinos en dernier. Donc, pour revenir à ça, t'as retourné ta veste. J'ai retourné ma veste. C'est simple, mais donc. Le problème que. Alors, problème. L'espagnol, t'as dit, en premier? Ouais, l'espagnol, si t'as pas la langue, alors, il y a un moment donné, tu vas avoir l'air con, tu vas pas savoir quoi demander, tu risques de te faire pigeonner. Moi, ça m'est pas arrivé, donc je peux pas dire que ça arrive, oui, non, souvent, je sais pas, mais je sais que c'est un risque évident. T'as eu l'impression qu'il te demandait un peu de huilage de rouage ou pas? C'est malsain quand même quand t'arrives à Interpol. Hein. C'est un peu malsain. Ah, moi, Interpol, j'ai pas eu l'impression. Mais bon, la différence, c'est que moi, je leur parle en espagnol à moitié guarani. C'est ce que j'allais te dire, c'est la deuxième partie. C'est t'arrives avec un peu de confiance. Moi, j'ai pas l'espagnol guarani, mais j'ai un peu une tchatche en espagnol. Non, ça va, tu parles bien, mais enfin, tout de suite, ça se voit que t'es étranger, quoi. Oui, mais enfin, je veux dire, moi, tu peux pas me dire un mot que je vais pas comprendre. Je veux dire, quoi t'as dit? Enfin, tu peux pas m'avoir sur parce que je parle pas espagnol. Ouais. Donc, il y a un deuxième aspect, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a certaines personnes qui parlent ni espagnol ou qui sont timides ou je sais pas quoi. Se faire aider dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Mais il y a aussi autre chose, c'est que tout ce process-là, il dure un temps. Oui. En ce moment, apparemment, ça prend plus de temps. Oui. Et on peut aussi t'embêter, te faire durer ton truc un peu plus si on veut, de ce que j'ai entendu. Encore une fois, c'est pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai entendu ces choses-là. Donc tu peux très bien te retrouver au final à attendre ta résidence 4, 5 mois. Allez, dans le pire des cas, 5 mois. Après ta résidence, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ta demande de cédula, donc de carte d'identité, et ensuite, dans la foulée, ta demande de RUC. RUC pour ceux qui écoutent. Le problème avec ça, c'est que ça prend du temps, et entre le moment où tu es sorti de l'avion et où tu as tes documents qui te permettent du coup de commencer à travailler, c'est ça qui est intéressant. Ça peut prendre. Tu peux avoir 6-7 mois. Ouais, même plus. Hein. Même plus, carrément. Même plus, ouais. Donc en fait, s'il y a une entreprise qui vient et qui te dit, bah moi, en 2 mois, je t'ai tout prêt, tac, sur la table, et ça va durer 2 mois, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Parce que moi, 4 mois de travail contre $2 000, $3 000, je sais pas, je vais l'étudier. Je dis pas que ça vaut le coup pour tous les cas de figure, mais je vais l'étudier. Parce que si ça me permet d'avoir 4 mois de salaire paraguay, après ça dépend du travail que tu fais, mais si ça me permet de travailler 4 mois et que ça me coûte 2 000, 3 000, 4 000 le ticket d'entrée, je vais l'étudier. Donc c'est pour ça que je dis au final, c'est intéressant de au moins penser à ces choses-là, parce qu'il y a des cas de figure où ça peut être intéressant. Qu'est-ce que tu penses, toi, donc, des formules un peu agilisées, on va dire ça, pour faire les choses plus rapides, selon la nécessité? Bah ouais, si t'es quelqu'un qui engrange 2 000, 3 000 $ par mois, ça peut être intéressant. Ok, d'accord. Si t'arrives comme moi sans travail, bon bah essaye de le faire tout seul. T'as le temps devant toi, t'as pas forcément de l'argent sur ton compte. Moi, je préconise à peu près la même chose. Hein. Je dis, si vous pouvez le faire vous-même, faites-le vous-même. Après, si vous vous sentez pas de le faire, parce qu'il y a des gens, tu sais, qui sont un peu plus renfermés sur eux-mêmes ou qui sont un peu plus timides, comme tu dis. Et ça peut être une mauvaise expérience. Et donc là, te faire accompagner, ça peut être. T'as 2 cas. T'as le mec qui a beaucoup d'argent à dépenser, qui a pas le temps pour ces choses-là. T'as pas envie de te faire chier. T'as pas envie de te faire chier, ce qui est tout à fait compréhensible. Et t'as le mec qui a besoin, qui sent qu'il a besoin d'être accompagné. Mais si tu viens vivre ici, que tu as déjà un niveau d'espagnol décent et que tu as tout le temps du monde, te presse pas, fais-le toi-même et dépense pas grand-chose. Tu as dépensé combien, toi, à peu près? Moi, en général, je dis qu'avec tous les papiers, les allers-retours, l'essence, le machin, je compte que c'est à peu près entre 700 et 750 $, selon moi. Mais toi, qui l'as fait récemment? Moi, je l'ai fait récemment et je pense que j'ai fait un peu la façon économique. Je calcule plus 500 $. Après, parce que déjà, je crois que Migraciones, si je ne m'abuse, c'était 3,6 millions. 3,1 millions j'ai payé, moi. Ah bah ça a monté alors depuis encore. Ouais. Ok. Ouais. 3,1 millions, c'est il change plein de trucs dernièrement. 350 $, pardon. C'est pas des trucs ultra chiants, mais ça fait que de changer.
Entre le moment où moi j'ai fait ma cédula et maintenant, déjà, les délais où ils t'accordaient ta résidence permanente avant, directement, mais la permanente n'était jamais permanente. Elle durait que 10 ans. Ok. Donc tu devais refaire tout le processus de migrationniste tous les 10 ans. Ok. Après, la résidence permanente est devenue permanente pour de vrai. Donc le seul truc que tu dois faire, c'est ta cédula tous les 10 ans. Mais comme les Paraguayens aussi, hein, la cédula n'est pas éternelle. Et puis après, ils ont changé cette histoire de temporaire et après permanente. Donc toujours avec la cédula aussi. Pourquoi ? À faire. Parce qu'il y avait trop de gens qui venaient. Non, j'ai des clients qui sont de migration. Ouais. En fait, il m'a dit, c'est pour prendre plus d'argent. C'est pas seulement pour prendre plus d'argent, mais si c'était pour prendre plus d'argent, pourquoi vous avez pas tout simplement fait les tarifs plus chers ? Non, il me dit, en fait, c'est parce que tu viens, tu déposes ton dossier, et puis les gens, ils savent pas, mais en fait, c'est pas 2 ans, c'est 1 an et 9 mois, parce que tu as 3 mois où tu dois déposer ta demande avant. Donc, en fait, les gens, ils ont flingué leur demande de résidence permanente. Donc, ils doivent redemander une temporaire pour après demander la permanente. Quand même vicieux. Hein. Donc, voilà, ouais. Donc, ton installation s'est bien passée ou pas quand t'es arrivé ? Ouais, tranquille. J'ai fait ce que je préconise, c'est un mois d'Airbnb dans Viamora parce que c'est là où c'est le. On se retrouve quand même beaucoup. Hein. Ouais. Moi, je dis à tout le monde, team vieux con, patience, quoi. Venez puis voyez comment c'est avant, quoi. Vous pressez pas parce que sinon, c'est la meilleure façon de faire des conneries. Exactement. Et après, pendant ce petit mois qu'on a pris de Airbnb, on a commencé à regarder à droite à gauche dans des agences de location et on a fini dans une location à Las Mercedes, pas trop loin de... Ah, c'est cool, Las Mercedes, c'est un bon quartier. C'est résidentiel, ouais, c'est sympa. Après le logement, ok. Ouais. Démarches, différentes démarches. T'as trouvé que les Paraguayens, je sais pas, par exemple... L'internet, le téléphone, aller prendre une puce pour ton téléphone, tout ça. Alors la puce, moi je l'ai pas. Ma femme là, l'internet, moi ça m'a un peu saoulé parce qu'on est allé au Mariscal, au shopping. Ouais. On a été l'espèce de bureau quand t'arrives de Tigo. Ouais. Et on a dit on a besoin du Wi-Fi, l'adresse, on paye, tac. Et elle dit ok, on vous appelle demain pour l'installation. J'ai attendu une semaine sans que personne m'appelle. J'ai appelé moi, j'ai eu une personne qui m'a dit ok demain. Ça a duré 4 jours, ça le ok demain. À la fin, on a été voir nous-mêmes au siège de Tigo pour dire ça fait 10 jours qu'on nous dit qu'on va venir installer la Wi-Fi chez nous et c'est toujours pas installé. Qu'est-ce qui se passe ? On part pas tant qu'on n'a pas réglé ce problème. En fait, il s'est trouvé que la gonzesse qui était à l'accueil de Tigo au Mariscal, elle a pas rentré correctement. Du coup, c'était pas dans le système, je sais pas quoi. On l'a eu le lendemain, mais ça m'a bien embêté parce que du coup, pas de Wi-Fi pendant 15 jours, t'es un peu embêté, tu sais pas trop comment faire, tu utilises tes data, donc ça, c'était un peu embêtant. Mais sinon, les autres process qu'on a fait depuis qu'on est arrivé, on a acheté une voiture. Ça fait que 2 mois, mais on a déjà acheté une voiture. Ça, pareil, process d'achat de la voiture, c'est tout un sujet parce que alors, acheter une voiture déjà en soi, c'est quelque chose. Mais après, il y a la gestion des papiers, de la titulation, tout ça. On est passé par une escribada, mais pareil, c'est quelqu'un qui est derrière un bureau, un grand bureau en verre comme ça. Au fur et à mesure, on parle, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de matériel pour faire des vidéos dédiées à certains trucs spécifiques parce que le truc de la voiture, c'est vraiment compliqué. Ici, les Paraguayens entre eux, ils se vendent la voiture seulement avec un contrat d'achat-vente et en fait, tu changes pas le nom des papiers du propriétaire de la voiture. Ouais. Et tu peux te retrouver avec, en fait, ta voiture, elle a eu 5 propriétaires et t'as le nom d'il y a 5 propriétaires. D'où la nécessité et pour après changer ta cédula verde, c'est un bordel. Non, nous on a fait ça bien avec quelqu'un, la notaire de référence de la personne à qui on a acheté. Mais on a eu un cheat code, on a acheté un étranger. Une étrangère, en l'occurrence, qui était la seconde main, première main d'un étranger. Okay. Donc c'est aussi important quand tu achètes une bagnole de pas l'acheter à n'importe qui, de savoir un peu les antécédents. Ouais, Puget qui mériterait plutôt une vidéo complète. L'achat de la voiture, ouais. L'achat de la voiture, installation, recherche d'appart, parce que je sais pas si tu as vu un peu, mais les gens, ils ont l'air désespérés sur les groupes. Je suis en train de faire un article sur ça pour essayer de... Sur l'immobilier ? Pas l'immobilier, parce qu'il y a... Ça, c'est pareil. Sur la recherche de logement, en tout cas. La recherche de logement, okay. Je veux essayer de faire en sorte que les gens arrêtent de faire gonfler cette bulle gigantesque de Viamora. Où tu peux avoir un Airbnb. C'est pas que les expats français, américains et compagnie. Je te dis, ça a commencé bien avant avec les Argentins, les Brésiliens. Moi, je pense à la même chose. Hein. Tu sais, t'arrives, oh là là, qu'est-ce que c'est pas cher, mon Dieu.
bah évidemment, les mecs, ils vont te voir, les Américains, vas-y, on va leur rajouter. Ouais, mais tu vois, moi, je me suis fait avoir parce que je suis arrivé dans un appartement, un Airbnb, c'est les tours avec les kinshos, les machins, la piscine. J'avais payé $750 sur Airbnb, qui, quand t'as un loyer en Espagne, tu dis, oh, c'est bien, $750, en plus, j'ai une piscine. Sauf que t'arrives et en fait, alors, pas dénigrer, mais c'est les standards paraguayens, donc t'as pas du tout ce que tu venais chercher. T'as la clim qui est pétée au bout de 3 jours, t'as le canapé, il y a un trou dedans, tu l'avais pas vu. Bon, c'est des petites choses comme ça, mais c'est normal. Ouais, je pense qu'ils portent quand même beaucoup moins attention aux détails que les Européens en général, ça c'est vrai. Ma belle-mère, elle est professionnelle de ménage, c'est une femme de ménage, mais enfin niveau professionnel si tu veux. Et elle hallucine quand je lui dis que je suis arrivé, il y avait des champignons, de la pourriture sous le tapis de douche, des trucs comme ça. La moisissure. Hein. Et elle me dit, mais enfin, moi je veux dire, je lave un Airbnb, c'est une des premières choses que je change, tu vois, c'est les trucs mouillés, humides. Ici, bon bah non, ils font le ménage un peu à l'arrache, quoi. Mais bon, c'est des petits détails comme ça, mais du coup, ça m'a un peu dégoûté, entre guillemets, des espèces de tours que tu trouves dans le centre-ville, enfin en tout cas dans Villa Mora et Recoleta et autour des shoppings. Qui sont en général construits en carton-pâte et d'assez mauvaise qualité aussi. En plus, les double vitrage, ça n'existe pas ici. Non. Ou bien tu les fais importer, tu les payes très cher, mais en tout cas, ça n'existe pas. Donc, si tu prends un Airbnb, tu vas très très haut. Sinon, t'entends tout ce qui se passe dehors. Et pour le peu que tu sois à côté d'un endroit où il y a des restos, machin, là, tu dors pas de la nuit. Donc on a fui entre guillemets cette zone-là, mais aussi surtout pour se rapprocher des écoles, parce que moi j'ai un enfant et du coup j'ai besoin d'être près des écoles. Tu vas le mettre au lycée français ou pas ? Non. Pareil, un article sur ça si tu veux, sur mon blog, avec tous les prix des différents lycées. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été sur, pour ceux qui écoutent, on dit lycée parce qu'ici on a l'école maternelle, primaire, collège, lycée. Jusqu'au bac. Je crois que c'est tout ça. Dans la même école. Et on appelle ça un lycée en général ou parfois un collège, mais bon, c'est la même chose. Tout est dans le même bâtiment. Le lycée français Marcel Pagnol. Exactement. Où j'ai fini ma scolarité, donc je le connais bien. T'as une entrée collège, une entrée maternelle et une entrée lycée. Ouais. Ouais, les plaisirs de la Kachaka. Hein. Bah ouais. Justement, on en parlait. T'as vu, pour peu que tu vis dans un immeuble, la musique. Voilà, ça a baissé un peu là. Bon. Du coup, non, pas le lycée français, non, parce que pour plusieurs raisons, mais les principales, c'est que nous, on veut qu'ils parlent anglais. On a eu beaucoup d'échos comme quoi lycée français, ça parle pas très bien anglais. Ah non, franchement, non. Non, ça parle bien anglais ou non, ça parle franchement, pas ça va. Ouais, ça va. Franchement, ce serait mauvaise langue de dire ça. Après, bien évidemment, le niveau de langue dans les écoles, il dépend aussi beaucoup de la personne. Mais le niveau basique des cours, franchement, ça va. Ok. Oui, honnêtement, c'est pas parce que j'y suis allé, hein, mais je pense que c'est top 3 des écoles qu'il y a ici à... C'est numéro 4, je crois. Ça dépend des années. Il y a un journal, Ultima Hora, qui fait tous les ans, qui fait le top des lycées. Il est sorti des fois 1, des fois 2, des fois 3, des fois 4. De toute façon, mais ça dépend aussi des écoles, combien d'argent ils mettent pour être sur le classement. Donc, mais c'est toujours l'anglais, l'allemand, l'américain, le français. Ouais, en général, c'est ça. C'est l'ASA qui est l'américain, le Goethe qui est l'allemand. T'as le canadien aussi quelque part dans le classement. Ça, je le connais pas. C'est le quartier Surubi, entre Luque et... Ah ouais, mais là, pour le coup, tu dois vivre là-bas, quoi, presque. Je crois que tu dois vivre là-bas, ouais. Parce qu'en fait, Surubi, pour ceux qui savent pas, c'est un country club où tous les gens d'Asunción qui, historiquement, sont blindés, sont inscrits au club Centenario. Ouais. Et Surubi, alors ça n'a rien à voir avec le club Centenario, mais dans Surubi, qui est un quartier fermé, Barrio Cerrado, qui est un quartier fermé, il y a le country club où il y a le golf du Centenario. Donc, en général, tu vis ça à Surubi, c'est parce que t'es blindax, quoi. Et ils sont en train de faire à l'intérieur un truc encore plus... plus fermé, le quartier fermé du quartier fermé. Ouais, Los Pingos, ils appellent ça. Et ça va être un truc encore plus luxueux. Avec aussi un golf, d'ailleurs. Oui. Et il y a encore, c'est des Barrio Cerrado, il y en a plein là qui poussent un peu partout. Ça peut être une offre intéressante, je pense, pour des expats. Ouais, mais alors là, pour le coup, les expats qui viennent ici, en général, j'imagine qu'il y a aussi un aspect très intéressant, c'est que économiquement, c'est relativement intéressant, c'est abordable, on va dire. Là, quand tu pars dans des délires comme ça, là, c'est plus vraiment abordable, en fait. Moi, j'ai regardé un terrain là-bas dans un Barrio Cerrado. Tu peux en avoir pour $50 000. T'as un truc à 250 mètres carrés. Oui, alors peut-être que pour toi, qui viens tout de suite de France, ça peut t'avoir l'air d'être intéressant. Moi, tu me dis 250 mètres carrés, $50 000, j'ai les cheveux qui partent dans tous les sens. Dans Asunción, ça frise, hein.
Tu regardes dans Asunción, c'est encore pire. Il faut à la limite aller vraiment dehors d'Asunción pour avoir des prix intéressants. Non, franchement, ça dépend. Si tu cherches bien dans les quartiers résidentiels, des vieux quartiers, franchement, toi qui aime l'air d'être un peu, tu veux vivre là où vraiment les gens vivent, il y a des petits quartiers qui sont sympas. Sajonia, par exemple, qui est un des plus vieux quartiers d'Asunción, là, tu peux trouver des trucs. Moi, j'avais trouvé celui qui est à côté du fleuve, non? Ouais, voilà. Qui revient vers Lambaré. Ok. C'est sympa. Alors, c'est un peu loin de Villamoral et compagnie, parce que si tu veux aller... En fait, Sajonia, c'est... tu n'y passes pour aller nulle part, en fait. Tu n'y vas que pour aller là-bas, parce que c'est au bord du fleuve, donc tu peux pas repartir. Enfin, c'est en chemin pour rien du tout. Quoique, ils feront peut-être un pont à un moment donné pour aller... Déjà, ils ont fait l'autre bout de la Costanera, qui fait le... Tu la connais, la Costanera? J'habite à côté. Dans quel coin? Alors, quand tu es à Las Mercedes... Général Santos, à peu près, donc. Ouais, je saurais pas te dire ça, par contre. Près du lycée français. Près du lycée français, ouais. T'as un autre bout de la Costanera qui vient d'habiliter, où tu reprends... Quand tu finis la Costanera, tu arrives sur une rue qui s'appelle Colonne, qui est un peu la dernière rue du centre. Ok, c'est pour aller au club de Remo, ça, non? Oui. Ok. Qui est le club de Sajonia, justement. Ok. Bon, et là, tu as un autre bout de la Costanera qui va jusqu'à Lambaré, qui fait le tour de l'autre côté. Et donc, à un moment, le but, c'est de connecter les deux Costaneras ensemble. Donc, Sajonia, finalement, sera plus tellement isolé de... C'est pour ça que j'ai vu une Costanera sur Maps au sud et j'ai pas compris pourquoi. Okay. Voilà. Ok. Je suis pas encore allé par là. J'ai fait mon étiquette là pour le véhicule à Lambaré, mais je suis juste passé pour faire ça. J'ai pas fait plus. Oui. Ça, c'est un truc. Moi, je pense qu'il faudra qu'on en fasse d'autres, des vidéos pour parler un peu plus de ça. Ouais. Parce que là, justement, on est sur l'habilitation de la voiture. Ah, mais c'est passé là. Ceux qui l'ont pas fait depuis Non, semaine, ils ont mis une extension d'un mois. Ce mois-ci, ils peuvent pas te mettre de prunes jusqu'à la fin du mois. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de keufs qui m'ont arrêté là pendant cette semaine. T'inquiète pas, je me tiens au courant. Et moi, j'étais stressé sur la route. Non, mais moi aussi, j'étais stressé. J'ai dit à mon chauffeur, le mois dernier, je t'ai dit pour l'habilitation et tout, tu m'as dit que non, c'était pas encore et tout. Là, maintenant, c'est fini. Non, il m'a sorti l'article. Il m'a dit, t'inquiète pas, ils ont mis une extension pour tout ce mois-ci. C'est encore bon. Il y a une raison pourquoi ou... Parce qu'ils savent que personne le fait et que donc ils te donnent des... On va leur dire merci. Donnent des extensions pour le faire un peu plus longtemps. Sur ce coup-là, on leur dit merci. Bon, je pense que je vais pas te retenir plus longtemps. Je pense qu'on prendra le temps de faire peut-être d'autres vidéos sur des sujets un peu plus pointus, parce que là, en parlant d'un seul coup, je me rends compte qu'en fait, il y a plein de choses dont on pourrait parler. C'est infini. Hein. Ouais, non, mais il y a changer de pays, aller d'un pays à un autre et même de continent, c'est toute une histoire. On pourrait parler du sujet bancaire, on pourrait parler de tellement de choses. Et je pense que les gens ont tellement de questions par rapport à ça, ceux en tout cas qui veulent se préparer, parce qu'il y a beaucoup de gens je trouve que c'est sympa aussi d'avoir ton point de vue, parce que tu viens d'arriver. Moi, je viens d'arriver, donc... Et tu viens de te frotter à toutes ces choses-là, donc c'est tout frais. Ouais. Pour toi, donc je trouve que les infos sont très très intéressantes. Et je compare aussi tout le temps dans ma tête la France et l'Espagne. J'ai vécu beaucoup dans les deux pays, et donc j'ai facilement le fait de dire par exemple qu'ici les gens ont un RUC. Tu vois, en Espagne, ça va leur parler ça. T'as un DNI ou un NIE en Espagne, l'équivalent d'un RUC ici. Ouais. En France, t'as pas ça. T'as ton numéro des impôts et ton numéro de carte d'identité, mais du coup, t'en connais aucun des deux. Alors que ici, tu vois, comme en Espagne, t'as un numéro, c'est le tien et tu fais tout avec. Oui, alors ça dépend. Ton RUC, normalement, c'est ton numéro de cédula avec un tiret et un autre numéro. Mais si tu fais une auto-entreprise, si tu fais pas d'auto-entreprise, c'est plus le même numéro. Ok. Moi, par exemple, j'ai ma cédula, j'ai mon auto-entreprise, mais j'ai aussi le RUC de la boîte qui est pas du tout le même. Ok. Donc, mais intéressant. Oui. Encore un sujet. On en apprend et puis on peut en apprendre aux autres. Bon, je pense que pour aujourd'hui, ce sera tout. Et puis, on va essayer de se contacter un peu plus souvent pour essayer de peut-être... Carrément, on est voisins en plus. Ouais. Moi, je suis pas très très loin. Je suis aussi presque sur Général Santos, mais un peu plus vers Lambaré. Moi, je suis dans un vieux quartier qui est un quartier de Coréens. Ok. C'est un quartier qui est un peu adjacent au Mercado 4, au marché. Ouais. Mais un peu plus vers Félix Vogado. Par Avenida Perú pour aller jusque-là. C'est Avenida Perú, tu la remontes et tu arrives juste devant chez moi. Moi, je suis presque à la fin de Pérou, en fait. Pérou meurt sur Félix Vogado. Ok. Et Félix Vogado, je suis à 5 minutes de la fin de Pérou et Félix Vogado. Donc, on n'est pas loin. Nickel. Donc, un de ces quatre, je t'inviterai à faire des vidéos avec moi sur mon Kincho. Parfait. À manger une petite barbaque. Ça me plaît. Ça, c'est bien ça aussi. Merci beaucoup. Merci à toi.